Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Je m'appelle Philippe Croison. Je suis né en 1968. Et à l'âge de 26 ans, j'ai eu un accident avec une ligne électrique, une ligne de 20 000 volts. J'ai démonté une antenne de télévision sur mon toit. Et j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit ça passe. Et j'ai pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Et pour avoir plus de force, j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui a créé un contact avec la terre. Et là, 20 000 volts ont traversé mon corps. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et 12 ans après mon accident, j'ai réalisé un rêve qui était dans ma tête, traverser la Manche à un nage. Je dirais que 99% des gens me disaient c'est pas possible, tu peux pas faire ça, Philippe. Arrête, tu vas droit dans le mur, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal pour rien, enfin, tu vas dans un rêve qui n'est pas réalisable. Et j'ai montré aux 99% de pessimistes que c'était possible. Quand on est au milieu hospitalier, on est derrière une vitre. Je suis en milieu stérile parce que j'ai été brûlé. Et tout le monde vient te voir pour essayer de te ramener à la vie, quoi. Tout le monde essaie d'avoir sa petite phrase à lui, son petit mot exact qui dit paf, ça y est, ça va le réveiller. Mon père, ma mère, tout le monde a tenté sa chance, même mon frère, mon ex-femme, tout le monde. Je ne les entendais pas, je voulais juste mourir, moi. J'avais vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Comment je pouvais imaginer vivre sans bras et sans jambes maintenant, aujourd'hui? C'était pas jouable. Il fallait juste que je parte, quoi. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter sa chance et qui me dit écoute, Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Toi, tu es encore vivant, mon gars. Tu es vivant. Il y a Jérémy, ton garçon, qui t'attend. Et il y a aussi Grégory. Parce que mon petit bébé, il est né 2 mois après l'accident. Quand je me suis réveillé 2 mois après l'accident, je suis arrivé au monde une nouvelle fois, et ben mon petit bébé, il est arrivé au monde en même temps que moi. Et là, il me dit, tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons? Et pour moi, c'était un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci, qui m'a ramené à la vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre, j'ai décidé de me battre. Alors ça, c'est la première phase. Après, je suis arrivé en centre de rééducation, où là, je suis resté à peu près 2 ans. Je suis sorti de là-bas et je suis rentré chez moi. C'est ce que j'explique dans mes conférences, c'est que le plus dur dans tout ce que j'ai vécu, c'est pas l'accident. Peut-être quand j'ai reçu ma facture d'électricité, mais bon, ça, c'est un autre détail. Le plus dur, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation, même si le centre de rééducation, c'est des litres et des litres de larmes, et des litres de sueur. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie, c'est du retour à la vie, quoi. C'est l'acceptation. Le plus dur, le plus violent, c'est le retour à la maison, quoi. Il n'y a rien de plus terrible. Et là, quand je suis rentré chez moi, je me suis renfermé pendant 7 ans sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai vécu là, dans ce canapé, là, pratiquement, là, pendant 7 ans. Je faisais lit, canapé, canapé, lit. C'est ce que j'explique dans mon livre, Plus fort la vie. C'est ma phase gros con. C'est ma phase où tout m'est dû. Vous allez m'écouter, oui. C'est moi qui ai eu un accident. Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie. Je suis entré dans une phase de colère terrible. Elle est psy. C'est moi qui ai demandé un coup de main au psy pour me reconstruire. Et après, j'ai rencontré Susanna, qui m'a donné des ailes. Et, enfin, m'a plutôt donné des palmes pour traverser la Manche, relier les 5 continents ou être pilote sur le Dakar. Donc voilà un petit peu toutes les étapes qui m'ont un petit peu ramené à la vie. Et je pense que l'outil de résilience absolue, qui m'a vraiment permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, l'outil de résilience qui m'a permis d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est le sport. Le sport m'a vraiment reconstruit. Enfin, le sport m'a permis de comprendre que d'aller vers l'autre, demander un coup de main à l'autre, c'est pas un déshonneur. C'est pas un déshonneur, c'est un moment de partage. C'est vraiment un moment de partage. Toi, même encore aujourd'hui, mon handicap m'emmerde au quotidien, mais à cause de lui, il y a des trucs que je ne peux plus faire. Mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue, quoi. Grâce à lui, j'ai fait des trucs de fou. Et encore aujourd'hui, quand il y a un restaurant, par exemple, quand je vais à Paris, et qu'il y a des marches, et qu'il y a une entrecôte qui est là avec des frites qui me plaît, que j'ai envie de la manger, ben, il y a 3-4 gars qui passent, je leur dis hey, les gars, vous voulez pas me donner un coup de main, s'il vous plaît? Les mecs, ils soulèvent mon fauteuil, je passe les 3 marches, moi je suis un smiley parce que je vais manger mon entrecôte. Et les 3 gars, bizarrement, sur le trottoir, quand ils repartent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un smiley. Ils ont un smiley. Ils ont vécu un moment de partage de quelques secondes, mais ils ont vécu un moment de partage. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que le partage, quoi. Bah, j'ai pris 20 000 volts. Donc je pense que l'énergie, elle est là, non? C'est pas mal. Enfin, avant que je consomme tout, tu vois. Non, mais je sais pas. Enfin, je pense qu'on a tous ça en nous. Et tant qu'on n'en a pas besoin, ça reste à ronronner dans notre train-train quotidien, quoi.
J'ai vu, hein, tu sais, j'ai vécu pendant 2 ans en milieu hospitalier. J'ai vu des gens qui ont la même force que moi. Tu sais, des gens comme moi, il y en a plein des stades paralympiques. T'en as plein. T'as plein d'hommes et de femmes qui font du sport de haut niveau et qui sont en situation de handicap. Ce sont des Philippe Croison. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas qu'un, quoi. Je ne suis pas exceptionnel. Moi, peut-être le côté exceptionnel, c'est parce que j'ai traversé la Manche ou relié les 5 continents à la nage. Ça marque davantage. Mais ça vaut. Celui qui s'entraîne tous les jours pour avoir la médaille d'or aux Jeux paralympiques, mais c'est la même chose. Il s'entraîne pendant 4 ans, quoi. Tu vois? Donc, et je pense que cette force, je la dois aussi à une personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était un pilier dans ma famille. Ma grand-mère m'a élevé. Tu vois, il y a eu 2 univers dans ma famille. Il y a eu mes parents, ma mère qui m'a toujours élevé dans les bêtises. C'est pour ça que j'adore faire des conneries. Et ma grand-mère qui m'a élevé dans la rigueur. Elle a connu la guerre et elle m'a élevé dans ce sens-là, quoi. Sois droit dans tes bottes et surtout souviens-toi d'où tu viens, mon garçon, toujours. Et même quand j'ai eu mon accident, elle me dit derrière la vitre stérile, elle m'a dit souviens-toi d'où tu viens, mon petit garçon, souviens-toi. Elle est là. Elle est là, ma grand-mère. Le non-vivre ensemble, ça me prend la tête, ça. C'est quand j'ai relié les 5 continents à la nage, je suis passé dans des pays assez terribles, chez les Papous par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu vois, ils ont rien. Ils ont rien, c'est les Australiens qui gèrent leur île, ils leur piquent tout, ils leur laissent rien. Ils leur ont monté une usine de bière pour qu'ils se boivent la gueule, tu vois, un peu comme à l'époque les Indiens, tu vois. On leur a monté une usine d'alcool, comme ça ils sont tous mis à boire comme des trous. Et puis on leur a laissé libre accès à la drogue. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils sont d'une pauvreté sans nom. Ils n'ont rien, mais ils ont tout. Ils ont gardé l'essentiel, le cœur. Si je dis ça, c'est parce que quand on est arrivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avant d'aller dans le dernier village, le village de Wutung, tout au bout, avant de relier l'Océanie à l'Asie, à la nage, on était dans le petit village de Vanimo et j'étais avec mon fauteuil électrique, tu vois, avec mon fauteuil un petit peu, pas celui-ci, mais un autre, et j'avais toute mon équipe avec moi, mon équipe de petits blancs là, et on est dans le marché de Vanimo, et ils sont d'une pauvreté sans nom, comme je l'ai dit, et ils ont des bâches percées, ils vendent ce qu'ils ont trouvé en nature, la pêche qu'ils ont fait, et ils essaient de se démerder pour trouver un peu d'argent. Et là, il y a un monsieur qui arrive et qui me pose une pièce sur ma jambe. Je dis, ouais, il a pris un coup de soleil, pour qu'il me donne de l'argent. Et un autre papou, et un autre, et un autre. Et là, tous les papous se mettent à la queue leu. Ils sont pauvres, ils me donnent tous leur argent, mais pas des pièces. À un moment donné, ils remplissent mes poches d'argent, leurs billets, tout ce qu'ils avaient sur eux, ils me donnent tout. Et les poches débordent d'argent, ils me mettent un panier autour du cou, ils continuent à me donner de l'argent. Et là, il y a une mamie qui arrive, je dis, mais arrêtez, je dis, mais pourquoi vous me donnez votre argent? Et là, elle me dit, mais t'es une personne handicapée, il faut t'aider. J'étais au bout du monde. Ils n'avaient rien, ils me donnaient leur argent. Et on a pris cet argent-là, on l'a emmené dans un dispensaire que les papous avaient géré eux-mêmes, où il y avait à peu près une quinzaine d'enfants handicapés, de plusieurs villages aux alentours. Et il y avait à peu près une centaine de papous volontaires qui venaient aider ces gamins au quotidien, qui étaient là, qui étaient trop lourdement handicapés. Alors imagine la claque, et je me suis dit, mais quand je suis revenu en France, j'ai vite été au marché, tu vois. Bon, bah, c'est pas pareil. On m'a acheté des pierres. Non, je déconne, mais. Donc voilà, c'est un peu ça qui me rend triste, parce que nous, on a tout et on a oublié, quoi. On a oublié l'essentiel, le vivre ensemble. On vit dans un monde pratiquement égoïste. Et tu vois, c'est bizarre parce que quand je dis ça, qu'on vit dans un monde égoïste en France, c'est pas vraiment la réalité. C'est l'image qu'on veut vraiment nous montrer ou qu'on veut vraiment nous vendre. Parce qu'il suffit d'aller dans les villages, quand il y a des petites fêtes et des machins, les gens adorent le vivre ensemble. Ça vit, ça bouillonne, quoi. Et quand je dis que les gens, quand je suis retourné au marché en France, les gens m'ont rien donné. Je faisais pas la Manche non plus. Hein. Je l'ai traversé, donc je n'allais pas la refaire sur le marché. Mais on est le pays, le peuple français, on est le pays le plus donateur au monde. Tu te rends compte? Personne ne le sait, ça. Jamais tu vas ouvrir le journal et tu vas dire, regarde, souviens-toi quand il y a eu le tsunami. À l'époque, je ne sais plus, c'était en 2000 ou en 2001, je ne me souviens plus du tsunami. Les ONG qui venaient à la télé, au journal, pour dire stop aux Français, arrêtez de donner. Arrêtez, on en a trop. Le Téléthon, enfin, quand on compare tous les Téléthons du monde entier, le pays le plus donateur, c'est les Français. C'est un truc de fou, quoi. Et non, ben, on nous vend pas ça. On nous vend de la saloperie. On nous vend qu'il faut se séparer, il ne faut pas vivre ensemble, il faut, voilà, diviser pour mieux régner. Moi, mon slogan, c'est tout est possible. Tout est possible. Depuis que j'ai eu mon accident, c'est le moins impossible. Moi, j'y croyais, moi. On m'a élevé dans le moins impossible. Aujourd'hui, même à l'école, on nous éduque dans l'impossible. Tu vois, quand tu vas voir quelqu'un qui oriente ton parcours à l'école, ton rêve, c'est de dire je veux ça, et que le mec ou la nana en face de toi dit non, toi ton niveau scolaire il n'est pas bon là, non, toi tu vas être charcutier toi.
Non, non, mais attendez, mon rêve, c'est d'être ébéniste. Non, non, mais t'as vu, non, tu seras charcutier, mon garçon. Écoute, c'est moi le professionnel. Voilà la pire des conneries qui puisse exister sur la Terre. Va, réalise ton rêve. Comme je te disais, depuis mon accident, le moins possible, il me fait plus peur aujourd'hui. Mon mode de fonctionnement, c'est j'ai d'abord une idée, ensuite j'ai les infos, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens aujourd'hui, ils ont des rêves, ils ont des objectifs à se fixer, et tout de suite derrière, ils vont se poser les mauvaises questions pour se faire peur tout de suite, pour pas y aller, quoi. Ils se font peur pour pas y aller. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été menée aux États-Unis, je l'avais rendue au magazine de la santé sur France 5. On avait posé aux personnes aux fins de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. T'imagines? 85%, j'ai pas réalisé mon rêve. Ils étaient en fin de vie, quoi. Donc ça, non, c'est pas possible. Et aujourd'hui encore, quand on me dit, c'est quoi ton prochain rêve? C'est pas... Ou alors, c'est quoi ton meilleur souvenir? Bah, j'ai mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs à vivre. Moi, j'ai encore plein d'idées dans la tête. J'ai envie de les mener, quoi. Donc voilà, le message, je pense qu'il est là. La peur ne doit pas être un frein. La peur ne doit pas être un frein, ouais. Tu peux avoir peur, tu peux avoir le personnage du doute qui se met à côté de toi, mais si tu crois vraiment en ton rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, à chaque fois que j'ai voulu réaliser un rêve, la Manche, les 5 continents ou le Dakar, ben 99% des gens me disaient, mais c'est pas possible, arrête, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Et j'ai monté une équipe et on a montré à tous ces gens-là que c'était jouable. Donc voilà. L'impossible, c'est juste à nous, hein. C'est personne d'autre, c'est nous. Oh, aujourd'hui, je l'ai déjà rencontré, donc j'aimerais bien qu'elle me foute la paix. La plus grande peur, je pense que c'est la mort. Ouais. Je l'ai côtoyé déjà, et de temps en temps, j'y pense. J'y pense que j'ai vécu ce traumatisme-là, et je sais que, voilà, c'est ultra rapide, mais ouais, j'ai envie de vivre longtemps. Quoi. Papy, je vais être papy encore à nouveau, là, on a appris la nouvelle, donc j'ai envie de vivre avec mes petits-enfants, de faire l'imbécile, voilà, c'est ça, quoi. J'ai envie que ça continue longtemps. Donc, ouais, qu'à me foutre la paix, laisse-moi tranquille pour l'instant. J'ai un mode de fonctionnement peut-être que les gens vont trouver assez bizarre, j'en sais rien. J'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de chialer. Quand ça ne va pas, quand j'ai une trop grosse pression, j'ai besoin d'évacuer la pression. Donc, et c'est là que les gens vont dire, il a à moitié barge. Je vais mettre mon baladeur, tu vois, je vais mettre des écouteurs, j'ai un gros fauteuil, je m'en vais dans les bois, et j'écoute de la musique. J'écoute une musique triste. Tu vois, j'écoute, moi, il y a la musique triste qui me fait chialer, c'est Starmania, tu vois, le Monde des Stones, ou les conneries comme ça, tu vois, j'écoute ça, je suis pas bien, je vais chialer un bon coup, le premier lapin qui passe, il s'en prend plein la tête, le lapin il dit, oh, j'ai rien fait, moi. Mais j'ai besoin d'évacuer, de gueuler un bon coup, tu vois, d'être seul, mais de gueuler un bon coup. Et une fois que j'ai fini ça, je sèche mes larmes, je mets une musique un peu plus sympa, pop, 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 et je suis reparti, et ça va mieux. J'ai vidé. J'ai vidé ce que j'avais en moi, cette rage ou ce truc négatif. Et après, quand ça va vraiment pas et que j'arrive pas à remonter, bon bah, je vais discuter avec Susanna, ma chérie, ouais. Ça fait du bien. Je pense que la parole est importante. Tu sais, moi, quand j'ai eu mon accident, mon père, il a fait une grosse bêtise. Il avait dit à ma famille et mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe, je veux qu'on lui montre qu'on va être une famille forte et qu'on va être des amis soudés. Je veux que personne ne pleure devant lui. Et donc, bah, personne ne pleurait devant moi. Et j'étais là, mais tout le monde s'en fout, personne ne pleure ou quoi? Et là, je me suis dit, mais ça veut dire que moi aussi, il faut que je les protège. Ça veut dire que moi aussi, il ne faut pas que je pleure devant eux. Et on a joué ce rôle pendant 7 ans. Pendant 7 ans, jamais personne n'a parlé de l'accident. Pendant 7 ans, jamais personne n'a parlé de ce qu'il avait ressenti, la haine de cet accident. Tout le monde s'est auto-protégé les uns les autres. Le pire des poisons qui puisse exister sur la Terre. Ne pas parler. Ne pas communiquer, ne pas dire ce qu'on le ressent. Ça, c'est le pire des poisons qui puisse exister sur la Terre. Et moi, 7 ans plus tard, quand j'ai explosé, mon père, ma mère, mon frère, mon ex-femme, même mes 2 garçons ont explosé 7 ans après. Tout le monde a eu besoin d'un coup de main 7 ans après l'accident. Donc voilà, ça, plus jamais. Plus jamais. Il faut parler. Ce que j'aime bien aussi, c'est rassurer les gens sur le lumière du handicap. Moi, j'aime à dire que je ne suis pas une personne handicapée. Je ne suis pas. Je fais la même chose que vous. Ouais, j'ai été vous chercher à la gare, j'ai conduit ma voiture. Quand je veux traverser la Manche, je demande à des ingénieurs de fabriquer des prothèses avec des palmes. Quand je veux être pilote sur le Dakar, je demande à des ingénieurs de me construire une voiture pour que je sois pilote. Je pilote ma voiture juste avec ce bras-là. Donc, il est où le handicap là-dedans? J'aime à dire que je ne suis pas une personne handicapée, je suis une personne capable autrement. Je fais la même chose que tout le monde, différemment, mais je fais la même chose que tout le monde. C'est pour ça que je fais beaucoup de conférences en entreprise aussi, pour rassurer le chef d'entreprise, rassurer les managers, rassurer les salariés. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de la différence. Donc, moi, je vais là-dedans et j'essaie d'être un peu, vous voyez, la boule qui rentre dans un jeu de quilles.
et qui va tout défoncer, il va leur dire mais arrêtez quoi, arrêtez de voir cette image négative du handicap, Cosette et Thénardier, les pauvres malheureux, ou les gens qui sont inaptes ou incapables d'eux. Mais arrêtez, il y a plein de jeunes qui ont été à Bac+3, Bac+5 et qui ont un seul rêve, vivre du fruit de leur travail, vivre du fruit de leur aventure personnelle, ne pas être dépendant de la société, ne pas être dépendant de vous, être un citoyen comme les autres. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'on me voit beaucoup dans des bêtises, le programme Cours Vestiaire sur France Télévisions. Hier soir, j'étais avec Franck Dubosc sur France 2 dans les têtes de l'emploi. J'ai eu un petit rôle. Voilà, plein de trucs comme ça où montrer une autre image, une image positive. Là, il y a un journal économique qui m'a élu, en 2017, il m'a élu l'homme le plus optimiste de l'année 2017, le journal Eco-Réseau. Et il m'a élu l'homme le plus optimiste de l'année 2017 dans la catégorie électron libre. J'ai trouvé ça sympa pour un gars qui est électrocuté. Je dis, bon, là les gars, vous abusez quand même. Il dit, oh pardon, on l'a pas fait exprès. Mais voilà, c'est encore une fois, on est là pour changer cette bon Dieu de société, quoi. Pour qu'elle soit plus, j'aime pas non plus ce mot-là, inclusive. Parce que si on cherche de l'inclusion, ça veut dire qu'il y a un blême, quoi. Donc, ouais, je pense, encore une fois, je leur dis, le partage. Il n'y a que ça de vrai.